Bonjour à tous. Alors, on devait avoir un duplex avec Stéphane Bancel, le président de Moderna à Boston, mais on a des difficultés de connexion avec Boston. Alors, je pense quand même qu'on peut faire absolument confiance au vaccin Moderna. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de lien. Mais voilà, donc on verra si ça se rétablit d'ici 20 minutes à une demi-heure. Mais on va quand même traiter le sujet avec Emmanuel et avec Olivier Babot, que, évidemment, tous les Français désormais connaissent et adorent. Enfin, tous les Français connaissent et quasiment tous les Français adorent. Voilà, on va le dire comme ça. On va parler on va faire un échange court pour vous laisser la parole, pour avoir une discussion avec vous. Et puis on va aussi se remettre dans le timing pour écouter Luc Ferry à 17h. On a évoqué donc déjà cette question de la souveraineté. On l'a beaucoup évoqué en fait depuis le début de la journée. On l'a réévoqué là, c'était quand même très intéressant en prenant l'aspect militaire. Quand Michel Alliot-Marie nous dit on fabrique pas de munitions, c'est quand même un problème. Et même nous libéraux, c'est vrai que le fait qu'on fabrique pas de munitions, je pense qu'on peut quand même considérer que c'est quand même un sujet. Donc on a ce manque de souveraineté. Qui est lié, enfin, je pense, à un manque à une trop faible taille de notre moteur productif et en particulier industriel. Bon, est-ce que tu partages cette idée et quel diagnostic tu fais de ce sujet? Et puis après, je poserai à peu près la même question à Emmanuel, parce qu'Emmanuel avait publié il y a quelques années une note pour la Fondation nationale pour l'innovation politique sur la souveraineté. Mais on commence avec toi, Olivier. Merci Nicolas, je suis ravi d'être là cette année encore. C'est toujours un grand plaisir de venir ici pour échanger. Vous savez ce que Jacques Dutronc disait, la différence entre le pessimiste et le déçu, c'est que le déçu, il a des preuves. Et nous, on a en effet de quoi s'inquiéter. Peut-être commencer par un diagnostic, on parlera peut-être des solutions, mais essayons de comprendre ce qui est en train de se passer. Les 20 années qui viennent de se passer auraient pu avoir le titre du roman de Balzac, Illusion perdue. Parce qu'en fait, on vient de terminer 2 cycles importants. En fait, un troisième dont je n'ai pas le temps de parler, mais 2 cycles très importants. Le premier cycle, c'est celui qui faisait que petit à petit, on avait l'impression que les échanges réussissaient à remplacer la gaune, les oppositions militaires. C'était l'idée, vous savez, de Montesquieu, le doux commerce a l'avantage de porter la paix entre les nations. Et c'était l'idée de la CECA, après-guerre, la communauté européenne du charbon et de l'acier. On ne pourra plus se faire la guerre entre Européens si on partage ensemble les ressources pour faire la guerre. Plus on fait du commerce, moins on fait de guerre. Et bien la grande désillusion depuis l'Ukraine et Poutine, c'est qu'on se rend compte qu'on peut être extrêmement dépendant commercialement et économiquement d'un pays, et pourtant on se fait la guerre. Et ça, c'est complètement fou. On n'y croyait pas, on ne pensait pas que c'était possible. Donc ça, c'est la première désillusion. La deuxième désillusion, en fait, c'est l'idée du village mondial. Moi, j'ai été élevé dans l'idée que plus ça allait, plus on était tous citoyens of the world, et que finalement, c'était extraordinaire. On allait tous pouvoir être en permanence copains avec toutes les nations. Et puis, c'était la fameuse idée qu'à partir de 89, l'histoire était finie. C'était Fukuyama, fin de l'histoire. Les démocraties libérales vont gagner, c'est absolument inévitable. Ça prendra le temps qu'il faut, mais bon, de toute façon, maintenant, il n'y a plus de choses fondamentales qui va se passer. On comprend bien aujourd'hui que la fin de l'histoire est finie elle-même et qu'il y a plein d'autres choses qui sont en train de se passer, qu'on a une forme de démondialisation évidemment accélérée par le Covid, et encore plus par cette espèce de Covid long sur les échanges, mais aussi une démondialisation qui va être produite par la prise de conscience que la souveraineté est importante. Alors cette notion de souveraineté, qui était plutôt cantonnée à l'extrême droite de l'échiquier politique, dans les évocations politiques. Aujourd'hui, elle est devenue normale à peu près partout. Souveraineté, ça vient en fait du latin superus, ça veut dire être au-dessus de. La définition de la souveraineté, c'est finalement ne pas dépendre de la volonté de quelqu'un d'autre pour faire quelque chose. Alors, si on regarde historiquement, qu'est-ce qui fait la souveraineté des nations ? Je suis désolé, il y a un truc très très simple, c'est la souveraineté technologique. Regardez, vous prenez la guerre de 100 ans, Crécy, Azincourt, pourquoi on s'est fait botter les fesses ? Les Anglais avaient les longbows, les grands arcs, qui tiraient un peu plus de 10 flèches par minute. Nous, on avait des magnifiques arbalètes qui en tiraient 3. Forcément, ça marche moins bien. Et la dernière bataille de la guerre de 100 ans, Castillon, qui est devenu Castillon-la-Bataille, pourquoi on l'a gagnée ? Parce qu'on a eu les premières coulevrines, les premiers canons. Supériorité technologique. Or, aujourd'hui, qui a les meilleures technologies ? C'est quoi les technologies qui vont permettre de dominer ? Et en fait, défense et économie sont intimement liées. C'est évidemment l'IA, c'est la technologie informatique. Alors, les États-Unis sont très très bien placés. Ils ont aujourd'hui l'ordinateur le plus puissant du monde, le Frontier, qui fait 1000 pétaflops de puissance. Un pétaflop, c'est 1 million de milliards d'opérations par seconde. Donc il fait 1 milliard, 2 milliards d'opérations par seconde. En 1937, le meilleur ordinateur, le premier, il en faisait
une par seconde. Vous voyez la progression qu'on a aujourd'hui. Mais je ne sais pas si vous avez vu, l'année dernière, le CSO, le Chief Software Officer du Pentagone, a démissionné en grand fracas en disant « Ça y est, c'est fini, on a perdu la guerre avec la Chine, la guerre de l'intelligence artificielle, de la cybersécurité, on ne pourra plus les rattraper. L'inquiétude, c'est que ces technologies fondamentales qui vont déterminer la puissance d'un pays, la capacité à imposer son impérium sur les autres, ces technologies-là, pour l'instant, on n'est pas capable de les développer. Alors bien sûr, il y a la question des échanges économiques, la question des biens qu'on va tous, à un moment donné, avoir besoin de consommer. Mais la question fondamentale, elle est pourquoi on n'a pas de GAFA ou l'équivalent? Pourquoi on n'a pas ces technos? Et je termine juste avec un chiffre. Le budget de recherche et développement d'Amazon, c'est 60 milliards de dollars. C'est l'équivalent de tout le budget de la recherche française, bâtiment compris. Emmanuel, juste pour faire la transition, tu as tellement de fois raison sur la question de la souveraineté scientifique. On a déjà parlé dans la journée, par exemple, de la question de la baisse du niveau en mathématiques en France, qui est un problème économique et un problème de souveraineté à terme. Donc c'est pas qu'il y a un problème de culture générale, c'est pas l'idée simplement d'être bon en mathématiques. C'est que ce genre de dysfonctionnement, on va le payer, et on va le payer de façon très, très concrète, et notamment par des problèmes économiques. Emmanuel. Oui, je rebondis sur ce que disait Olivier. Hein. Au fond, qu'est-ce que la souveraineté? Ce n'est pas une notion économique au départ. Hein. C'est un langage qui nous vient du domaine militaire. Hein. Et je suis assez d'accord avec Olivier. La souveraineté, elle est d'abord technologique. Un chiffre, ou plutôt un exemple qui va nous parler à tous. Hein, le vaccin contre le Covid. Hein. Vous le savez, il n'est pas né en Europe, il n'est pas né en France. Et quand on regarde, il y a toujours plusieurs raisons. Hein. C'est toujours facile après de revenir et dire voilà la raison. Il y a une multitude de raisons, mais parmi les raisons, on a décroché technologiquement. Alors comment on mesure? Il y a quand même des instruments de mesure. Hein, quand on innove, surtout en matière de médecine et dans d'autres matières aussi, hein, il y a des brevets. On dépose un brevet. Donc on peut compter le nombre de brevets que la France dépose. Alors les grands brevets, on les appelle des brevets triadiques. C'est-à-dire quand c'est une technologie très puissante, on va la déposer en Europe, aux États-Unis et en Asie pour être protégée dans le monde entier. Donc on a des indicateurs assez fiables et quand on calcule le nombre de brevets triadiques déposés par la France divisé par la population française, il faut toujours diviser par la population, hein, on n'est pas très bon. On est très largement devancé. Tiens, ça nous rappelle notre petite discussion de tout à l'heure, hein, par des pays auxquels on ne pense pas. Hein, ce n'est pas les États-Unis, hein, la Suisse. La Suisse, très innovant sur le plan technologique, et pas qu'en médecine. Hein. On est largement devancé par les pays du Nord. Et donc, je suis assez d'accord avec Olivier, à la base, enfin, une des bases, après je vais nuancer son propos, plutôt je vais l'élargir, une des bases, c'est en effet la capacité à innover. Et pourquoi on n'innove pas assez en France? Il y a plein de raisons. Moi, j'en vois au moins 2 ou 3. D'abord, pas assez de recherche fondamentale. Le budget de la recherche publique est quand même pas très, très, très élevé. Les rémunérations des chercheurs ne sont pas extrêmement attractives. Ça, c'est une première cause. La deuxième cause, c'est qu'à supposer même que l'on innove, et on est assez bon hein, quand on innove dans la recherche publique, il y a le problème du passage recherche publique, secteur privé. On a un vrai problème en France avec cela, hein, que par exemple un chercheur puisse collaborer avec une entreprise. C'est quelque chose qui n'est pas rentré complètement dans les mœurs. Et donc, ce n'est pas complètement un hasard si on n'a pas trouvé le vaccin. Puis il y a un troisième point assez important sur cette histoire de vaccin. Il y a parfois, vous savez, dans la science, dans tous les secteurs, hein, pas que la science, ce qu'on appelle des ruptures technologiques. Alors, combien de fois j'ai entendu la voiture électrique, si ça marchait, on l'aurait fait depuis longtemps. Ça marche, puisqu'il y en a un qui s'appelle Tesla qui l'a fait. Eh bien, c'est un peu la même chose en pharmacie, en médecine. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une révolution technologique il y a 15 ans, 20 ans. Tu pourras en parler mieux que moi, Nicolas. C'est la révolution des biotech. On est passé un peu à côté en France, avec l'idée qui est de dire, non, le médicament, c'est d'abord un produit chimique et on va rester sur une trajectoire que l'on connaît bien. Il faut aussi parfois être capable de penser les ruptures. Et donc, c'est toute la question du rôle des startups, de l'innovation radicale en France. Alors, je voudrais juste élargir un tout petit peu le propos d'Olivier. Ce n'est pas contradictoire avec ce qu'a dit Olivier. Moi, je dirais plutôt que la souveraineté, alors, une chose que n'est pas la souveraineté, on ne sera peut-être pas d'accord, hein, c'est pas l'autarcie. J'entends quand même ça souvent. Hein. La souveraineté, on va tout faire soi-même. Il faut qu'on se parle franchement. Personne ne peut faire tout lui-même. S'il y en a un qui le fait, ça s'appelle la Corée du Nord. On est toujours dépendant des autres. Alors je suis sûr que l'un de vous va me dire, monsieur, c'est faux. Quand je produis mes carottes dans mon jardin, je suis désolé, je ne suis pas dépendant de la Chine. Si, vous êtes dépendant de la Chine et de l'Allemagne parce que vous avez acheté des semences. Vos carottes, elles ne tombent pas du ciel. Il a fallu acheter des semences. Les semences, elles ont pu être faites, par exemple, par un semencier allemand. Vous avez acheté une bêche, une pelle, peu importe, qui vient d'un autre pays. L'idée qu'on peut tout faire soi-même, c'est une douce
illusion. Donc déjà, la souveraineté, c'est pas on va se replier et on va faire tout soi-même. D'abord, technologiquement, ça n'est pas possible. Il y a des choses qu'on ne sait pas faire, c'est comme ça. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire pour des raisons climatiques. Je ne sais pas si on veut être souverain, je prends un exemple, en café, je ne suis pas sûr, je ne suis pas expert, je ne suis pas sûr que la production de café soit pour l'instant, en tout cas, quelque chose de très rentable en France. Donc c'est un doux rêve. Alors qu'est-ce que c'est que pour moi la souveraineté? C'est plutôt l'idée qu'on est dépendant. On est dépendant des autres, mais on a choisi les produits dans lesquels on était dépendant et on a choisi les pays avec lesquels on est dépendant. Donc vous voyez, la souveraineté, c'est pas je fais tout moi-même, c'est j'accepte d'être dépendant d'un autre pays, mais j'ai choisi cette dépendance et surtout j'ai réussi à instaurer une dépendance réciproque. Laissez-moi prendre un exemple très concret. On entend beaucoup qu'on est complètement largué dans les semi-conducteurs, ce qui est assez vrai. Les meilleurs, ce sont les Taïwanais. Pour autant, nous, on est très très bons. Pour faire un semi-conducteur, il faut des machines. Mais on est les meilleurs au monde dans les machines. On pourrait très bien aussi avoir un autre point de vue qui est de dire, écoutez, on ne sait pas faire des semi-conducteurs, par contre, on sait faire des machines qui savent faire des semi-conducteurs. Qui est le plus dépendant? C'est Taïwan qui est dépendant de l'Europe ou c'est l'Europe qui est dépendante de Taïwan? Tout ça pour vous dire quoi? La souveraineté, en réalité, c'est l'idée d'être très bon dans quelques produits qui sont absolument indispensables au reste du monde. Et je terminerai là-dessus, et j'ai la naïveté de penser qu'on est très 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 bon en France dans deux grandes productions, la technologie, je pense à Airbus, mais aussi un secteur dont on ne parle jamais, qui est quand même étonnant, c'est notre premier solde commercial positif depuis 10 ans. Je pense qu'on n'a pas de concurrent dans le monde. Si on a un pays qui s'appelle l'Italie, peut-être la Suisse, avec les montres, ça s'appelle le luxe. Alors j'entends, vous me direz, mais monsieur, vous ne pouvez pas dire que le luxe, visiblement, les autres pays du monde sont dépendants de nous. Quand un Chinois veut se faire plaisir et acheter un sac de luxe, je ne vais pas donner de nom de marque, mais il achète des sacs français ou des sacs italiens. Alors, la marque Kering. Ce que je veux dire par là, la marque Kering. La marque Kering, si vous voulez. Ce que je veux dire par là, c'est que, attention, ne pas réduire la souveraineté à de la souveraineté technologique. La souveraineté, c'est être désirable. Le puissant, c'est celui qui est désirable. On peut être désirable en faisant des vaccins, on peut être désirable en faisant des ordinateurs, mais on peut être aussi désirable en faisant des produits de luxe, de la cuisine d'exception. Je vous rappelle que les produits du terroir, le solde commercial produit du terroir, les bons vieux fromages et le vin, de mémoire, à vérifier dans les statistiques de douane, on parle d'un solde qui doit être autour de 8-9 milliards d'euros chaque année. Ça marche. Et je ne pense pas qu'on ait de concurrents dans ce domaine. Alors, je te confirme que le vin est une partie très importante de notre solde agroalimentaire. J'en profite pour dire, parce que tout est lié, que Pierre Gattaz, à 18h, fera une conférence sur ses vins, puisqu'il est devenu un viticulteur. C'était pas prévu. Dont je suis l'un des consommateurs avec modération, mais opiniâtreté. Une petite synthèse à ce stade de tout ce qui s'est dit qui remet vraiment les idées en ordre. Donc déjà, la souveraineté, c'est pas l'autarcie, c'est pas le protectionnisme. Voilà, pour le protectionnisme généralisé. Qu'on se protège quand on est victime de concurrence déloyale, de dumping, c'est juste normal. Qu'on se protège parce qu'une entreprise étrangère a été subventionnée par son État, c'est normal. Ça s'appelle du protectionnisme tactique. Tu es déloyal avec moi, je me protège. Mais l'idée qui est de dire on va tout subventionner, on va se renfermer et demain on produira tout made in France, c'est une douce alors je vais le dire autrement, c'est pas le made in France partout, quoi. Voilà, c'est plus fin que ça. Ça passe par l'augmentation des connaissances, ça c'est très important, par la science. Frédéric Dabi ce matin nous disait, ça c'est quand même quelque chose d'assez positif, les Français restent attachés à la science, mais il faut maintenant qu'on arrive à faire le lien entre cet attachement, ce qu'on est capable d'enseigner très concrètement en matière de science, et là ça va pas, par contre il y a une dégringolade dans tous les classements, PISA, TIMSS, etc. La question, tu le disais, de la recherche fondamentale, où il faut sans doute un peu plus de moyens, l'articulation entre la recherche publique et la recherche fondamentale, et ensuite la notion d'excellence sur laquelle tu arrives. C'est vraiment ça, ce précipité, qui fait la souveraineté, y compris, c'est ce qui a manqué dans le domaine sanitaire, parce que moi je considère que c'est un énorme problème que la France n'ait pas été capable de sortir un vaccin ARN messager, parce qu'il y a plein de laboratoires en France. Donc vraiment, je ne pense pas que ce soit anecdotique. Tu veux ajouter quelque chose, Olivier, puis on passe la parole à la salle, parce que c'était la promesse. Oui, très rapidement, et je crois que tu as raison de prendre les choses. Il faut essayer de prendre les choses à la racine sur ce dont on a besoin pour réussir. Parce que essayons d'être positifs. Entre parenthèses, pour compléter ce que tu as dit, Emmanuel, on est très très loin de l'autarcie compte tenu du déficit commercial qui n'arrête pas de se... On aimerait juste essayer, non pas d'avoir l'autarcie, mais peut-être d'être un petit peu moins dépendant des autres commercialement en grande partie, ce serait déjà pas mal.
Pour réussir, on a besoin de capacités de base et puis d'une attitude. Cette attitude, d'abord, c'est la prise de risque. C'est ce qui nous manque. On a 6,6% des Français qui sont actionnaires en France. Les gens, dès qu'ils ont de l'argent, ils vont bourrer leur livret A où ils sont ravis d'être servis à un taux négatif de moins 4 à moins 5%. Parce que c'est ça le taux réel négatif du livret A. On parle du taux réel. Il faut toujours parler en taux réel. Et 6,6%, c'est pas grand-chose. D'ailleurs, paradoxalement, 8% des Français ont des cryptos. Ils ont peut-être eu tort d'ailleurs, mais enfin bon. Ils auraient peut-être mieux fait sur la longueur d'avoir de la bourse. Mais c'est paradoxal, il y a plus de Français qui ont des cryptos que de Français qui sont en bourse. Cette prise de risque, ce sens du risque, c'est ce qui a manqué à Moderna, c'est ce qui a manqué la plupart du temps, c'est ce qui manque aux entreprises qui veulent réussir et être financées, y compris dans les moments où elles sont en plein développement. Moderna, ça leur a pas manqué, ça nous a manqué à nous. Oui, pour que Moderna reste nous a manqué pour qu'on garde Moderna chez nous et que ça soit effectivement que ça se passe chez nous. La deuxième chose, évidemment, c'est la matière grise. Il faut là encore prendre un peu de recul. Jusqu'à la révolution industrielle, une nation était puissante. Comment ? Parce qu'elle avait beaucoup de terres cultivables, parce que c'était ça qui nourrissait les gens avant la révolution agricole. Avant la révolution de la productivité agricole. À partir de la révolution industrielle, il fallait avoir des industries, de l'énergie pour les faire fonctionner, et évidemment les matières premières nécessaires. Si vous aviez ça, vous étiez une nation puissante. Et bien depuis une vingtaine d'années, on est passé dans un troisième moment, sans doute. Ce qui fait, on a dit que la puissance c'était les technos, mais qu'est-ce qui fait les technos ? Mais c'est les gens, c'est les cerveaux. Et donc en fait, la somme des cerveaux fait demain la puissance des nations. Et à ce titre-là, il y a eu récemment un sondage intéressant, un baromètre intéressant sur l'attractivité des nations pour les cerveaux. La France, qui est donc censée être quoi, 5e, 6e puissance économique du monde, ça dépend comment évidemment on prend les choses, elle n'est que 19e dans l'attractivité. On est trop fermé, on a du mal à intégrer les cerveaux, on a des bonnes formations, mais elles ne sont pas toujours assez ouvertes, et ça c'est évidemment vraiment dommage, parce que c'est ça qui nous permettrait d'avoir demain les cerveaux formés. Tu as parlé des maths et tout ça, ce naufrage évidemment éducatif qui fait qu'on perd les Mozart des maths dont on a besoin. Il y a juste un petit point dont on ne se réjouit pas assez là tout récemment. Vous savez, le fameux Choose France qu'Emmanuel Macron a fait en juillet. Alors, on avait loupé l'implantation d'Intel sur les semi-conducteurs qui étaient allés en Allemagne pour plein de raisons un peu complexes, mais on a réussi, et ça c'est une vraie victoire, la plantation de ST Microelectronics qui a pris la décision d'implanter sur son sol pour la somme de 5,7 milliards sur notre sol, une grande usine. Donc on va commencer à essayer d'inverser un petit peu la tendance concernant ces dépendances fondamentales. C'est vrai, c'est un signal positif. Les investissements étrangers industriels en France sont quand même à un bon niveau quand on les compte les uns après les autres. Après, quand on regarde les montants, etc., tout ça est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, on voit peut-être le début de quelque chose de positif. Tu as raison. Allez, Emmanuel, vraiment une remarque et après on passe la parole à la... Petit mot, à nouveau, j'insiste là-dessus, à ne pas tomber dans une vision l'excellence égale les cerveaux, les bacs plus 8. L'excellence, c'est tout ce qui crée de la valeur. On est bien d'accord ? La France, elle n'est pas seulement riche de ses semi-conducteurs et de ses Airbus et de Renault et Peugeot. Elle est riche des artisans et des métiers d'excellence. Donc attention. Oui, mais tout le monde doit être excellent. Exactement. C'est ça le truc. Ce que j'appelle la France des excellences. Mais voilà. C'est super important, parce que ça veut dire qu'il faut changer de logiciel. L'idée qui est de dire... On n'a pas tout dit quand on a dit que le niveau en maths décline en France. Ce qui est vrai, et c'est dramatique. Mais le but n'est pas que tout le monde soit bon en maths. Le but est que tout le monde soit formé. Et c'est ça qui crée de la richesse, et c'est ça qui fait que l'on est puissant. Moi, j'ai très très peur du discours technologique, non pas en contradiction avec Olivier, mais l'idée, tout viendra de la technologie. Non, tout viendra pas d'Airbus et de la médecine. Il y a beaucoup de Français qui travaillent dans des industries d'excellence. Le luxe, et pas que le luxe, les produits du terroir. Personne n'en parle. Regardez les statistiques du commerce extérieur. La France, elle a 2 jambes dans son commerce extérieur. 2 jambes positifs. Les produits technologiques, grosso modo Airbus, et puis d'autres industries, et ensuite tous ces produits qui sont issus de l'excellence de la main, des savoir-faire. Et pardon, c'est aussi difficile d'être un excellent boulanger qui part à la conquête du monde que d'être un excellent ingénieur. Sauf qu'on n'en parle jamais. Bravo. Alors, la parole à la salle. Il doit y avoir un micro ou des micros qui circulent. Est-ce que vous avez des questions ? Je vois des gens qui courent au fond. Je ne sais pas si c'est lié au fait de trouver un micro. C'est ça. Alors, des questions courtes, s'il vous plaît. Alors, est-ce qu'il y a un micro ? Des questions. Madame. La question va être très courte. Vous parlez des cerveaux. J'avais l'impression, au travers de tout ce que j'ai pu lire, qu'il y en avait beaucoup en France, mais qu'ils partaient à l'étranger. Pourquoi ? Très bonne question.
Excellente question et peut-être triste réponse, mais c'est vrai, on forme très bien. Et figurez-vous que le paradoxe, c'est qu'on forme à nos frais. Parce qu'il y a beaucoup d'écoles où les gens sont payés pour étudier. Et puis vous savez que de façon générale, la formation elle est très subventionnée en France. Donc même si vous ne faites pas normal ou polytechnique où vous êtes payé évidemment pour enseigner, à ce moment-là vous partez après, théoriquement vous versez ce qu'on appelle une pantoufle, vous savez. Malheureusement cette pantoufle elle n'est pas forcément versée et puis elle correspond en fait à un montant assez faible. C'est quand même triste d'avoir autant investi sur l'intelligence de nos jeunes pour qu'ils ne restent pas. Alors on peut critiquer les jeunes qui s'en vont. Moi j'ai plutôt tendance, mais peut-être mon côté libéral, à essayer de comprendre pourquoi ils s'en vont et c'est dire mais à quel prix ils pourraient rester. Je parlais avec quelqu'un dans l'aérospatial qui me disait on avait un super ingénieur, il était en début de carrière, il gagnait 80 000 par an, c'est quand même pas mal en France, mais Google lui a proposé 300 000 plus le double en bonus. Bon, bah ouais. On n'a pas obligé d'être maso, ouais, c'est ça le problème. Alors, on a un problème de gap de salaire. Et si vous connaissez un peu les États-Unis, vous savez que les salaires sont très élevés, même s'il faut faire une correction, évidemment, des protections sociales et d'essayer de comprendre évidemment ce que ça comprend. Mais les salaires sont beaucoup plus élevés aux États-Unis, donc ça fait partir beaucoup de nos cerveaux. Je veux dire, c'est vrai. Mais l'attachement à la France, il reste là. Et moi, je pense que les gens qui partent, ce sont aussi des gens qui pourront revenir. Peut-être d'ailleurs avec plus d'expérience et de savoir-faire, mais il faut arriver à les faire revenir. Et pour ça, c'est tout un ensemble. Hein. C'est un ensemble fiscal, évidemment, d'attractivité, de conditions, de clarification, et puis un ensemble de qualité d'infrastructures, d'écoles, etc. Mais ça qu'on a en fait, hein, globalement en France, on a tout ça. Et comme le soulignait Nicolas, en fait, on reste très attractif pour les investissements étrangers. On reste attractif aussi d'ailleurs pour les investissements immobiliers parce que c'est un endroit où vivre, où investir, où être présent continue à être attractif. On a encore un capital, un patrimoine dont on peut s'enorgueillir et qui doit vraiment, à mon avis, être le tremplin pour éviter le déclin trop rapide. Voilà, pour être positif. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, au fond. Ouais, parlez fort. Hein. Dans quelle mesure la santé? L'espace, non, mon espace santé. Ah oui. Qui a remplacé le dossier médical partagé. Ah oui, le dossier médical personnalisé, ouais. Non, mais maintenant, c'est mon espace santé. Oui, absolument, j'ai fait, moi. Ouais. Et donc, à quelles conditions ça peut rester Ça peut participer à notre souveraineté. Ça, c'est une très bonne... sanitaire. Ouais. Tu veux... Oui, c'est très... Vous savez qu'avec la sécurité sociale, on a au moins une chance, c'est qu'on est assis sur un tas d'or extraordinaire de données. Il y a peu de pays qui ont autant de données. Et jusque-là, on s'interdisait de les utiliser. Parce qu'il y a ce problème d'anonymisation, parce qu'évidemment, c'est des données extrêmement sensibles. Et pourtant, on a des choses extraordinaires aujourd'hui, justement avec l'IA et tous les outils qu'on a, pour arriver, vous savez, à mettre à jour des schémas de fonctionnement qui font qu'on va pouvoir comprendre comment se déclenchent des maladies, donc pouvoir mieux les prévenir, donc faire des économies et être beaucoup plus efficace. Donc le DMP, c'est un truc qui a pris 20 ans de retard. Si on avait pu le faire beaucoup plus tôt, ça aurait été bien. Mais maintenant que ça commence à être mis en place, honnêtement, si on arrive à capitaliser sur ces données qu'on peut avoir sur la population française, on peut faire des choses extraordinaires qui peuvent aussi non seulement répondre aux problèmes de dépendance, mais aussi aux problèmes de la dépendance vis-à-vis de l'extérieur, mais aussi aux problèmes du financement de façon générale et de la qualité du système de santé. Donc, pour moi, je trouve que c'est une extraordinaire chance. Il faut qu'on aille encore plus vite et plus loin. Demain, on a une table ronde sur l'avenir du métavers. Et Aurélie Jean y participera et elle connaît ces sujets, mais absolument par cœur. Donc venez, je crois que c'est demain, venez écouter ça demain. Juste un tout petit ajout par rapport à ce que tu dis. En fait, parce qu'il se trouve que je travaille beaucoup sur ces questions de données de santé. Je connais bien cette affaire-là. L'État ne respecte pas la loi, hein, parce qu'on a mis en place une loi il y a quelques années qui s'appelait la loi pour la République numérique. C'était le nom de la ministre, mais qui était formidable. C'était sous François Hollande, mais son nom m'échappe, mais c'était vraiment, tu vois, enfin, c'était vraiment très bien. Et en fait, cette loi, elle n'est pas respectée. C'est-à-dire que ce que disait cette loi, c'est que les données complètement anonymisées, bien évidemment, enfin, les données doivent être absolument anonymisées, elles peuvent pas être, mais on doit pouvoir quand même en utiliser un certain nombre pour faire de l'innovation et le cas échéant pour nourrir nos startups et pour faire en sorte justement qu'on puisse créer un écosystème qui soit un écosystème français. Et malheureusement, on ne le fait pas comme on devrait le faire. Est-ce qu'on peut prendre une dernière question, ce qui va nous permettre de rattraper le timing. Ouais, oui, parce que c'est monsieur que
Je suis désolé si je commets une injustice, Oui, mais c'est vous. vous nous parlez beaucoup de l'IA. Alors, je voudrais vous interroger sur le point de vue sanitaire européen, en particulier sur la médecine. Donc, sur l'IA cellulaire, on arrive donc à modifier des cellules, à produire certaines hormones, etc. Et qu'est-ce qu'il en est de l'IA pour les animaux, où on les transforme par l'intelligence artificielle de l'IA, où on fait des molécules spéciales qui rentrent dans ces organismes pour en faire des organismes qui seront à notre service. Vous parlez de génétique plutôt, c'est ça? C'est dans la génétique, oui, c'est dans la génétique. C'est l'IA qui rentre dans la génétique. J'ai peur d'être pas énormément compétent sur les manipulations les génétiques. Xénobots, vous connaissez les xénobots? Les xénobots, on arrive à faire sur les cellules, chez des rats, on leur a introduit donc des génétiques pour en faire qui sont des rats à notre service pour faire ce qu'on veut. Donc on sait déjà le faire. Qu'est-ce qu'il en est en Europe? À Paris, ça va être super alors. Je connais ça donc uniquement chez les rats et aux États-Unis, mais il existe aussi donc peut-être une recherche européenne là-dessus que je ne connais pas, et qui peut être très importante. Ne serait-ce que pour les rats de Paris, on pourrait peut-être les éliminer comme je pense ça. que les gens qui sont sur ce plateau ont énormément de talent, je ne parle pas de moi, énormément de talent, énormément de connaissances. Sans parler pour eux, je ne sais pas si l'un d'entre vous est spécialiste de la génétique animale. Un petit mot quand même. La génétique animale, je ne sais pas. La génétique humaine, ça fait écho à une question qui a été posée avant. On a une prix Nobel extraordinaire en France qui s'appelle Emmanuel Charpentier, qui a notamment inventé ce qu'on appelle, vous savez, les ciseaux moléculaires CRISPR-Cas9, c'est-à-dire que vous pouvez traiter un grand nombre de choses et notamment de pathologies en modifiant l'ADN, en coupant l'ADN, en fait, en coupant des séquences d'ADN avec des protéines. Et elle est partie. Voilà, elle n'est plus en France. Elle est plus en France parce que elle est mieux payée à l'étranger, parce que les États, parce que la recherche publique a plus de moyens, parce qu'on peut faire des contrats avec la recherche privée. Alors les contrats sont très compliqués, notamment aux États-Unis, mais enfin une fois qu'ils sont faits, ils sont faits et ça fonctionne très bien. Et ça, quand même, ça doit être. Et parce que le sujet n'était pas un sujet qui plaisait aussi oui, en à plus, parce que l'université, c'est ça. Parce qu'on n'aime pas la génétique en France. Ah bah non, la manipulation du vivant, mon Dieu, quelle horreur. On va tous mourir. Depuis l'étude truquée de Serralini, tout le monde pense que les OGM ça donne des cancers. C'était une étude bidonnée. Voilà, il faut le dire, il faut le redire, il faut le répéter. Heureusement, il y a des nouvelles technologies qu'on appelle les NBT, les New Breeding Technologies, qui sont juste des façons de faire évoluer plus vite pour avoir les bonnes semences et les bonnes caractéristiques des plantes, ce qui permet notamment d'avoir des plantes plus résistantes à l'eau et utilisant évidemment moins d'intrants, ce qui est intéressant pour l'environnement. Allez, on prend une dernière question, vraiment une dernière question. Est-ce qu'il y en a une dernière? Ouais, là-bas. Bonjour, vous avez parlé du problème de nos chercheurs, nos jeunes qui terminent leurs études et en particulier qui ont fini leur thèse. Je parle par exemple de la biologie moléculaire. Alors c'est vrai qu'ils partent à l'étranger parce qu'ils sont mieux payés, mais surtout ils partent à l'étranger parce qu'ils ne trouvent pas de poste en France. La CNRS recrute très peu, etc. Donc je vous demande, est-ce qu'il y a des perspectives d'ouverture de postes pour ces chercheurs qui sont formés, qui ont fini leurs études et qui ne demandent qu'à travailler pour la France? Alors, le professeur Combe va vous répondre. Non, je vais vous répondre en vous disant que vous avez raison, mais la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on a fait un choix politique, ça fait 50 ans, qui est de dépenser si peu en recherche. Je vous rappelle quand même, les chiffres, c'est toujours important. Je peux être rabat-joie, mais les chiffres, vous me direz, on peut toujours les manipuler. Au bout d'un moment, non. Vous faites dépenses de recherche-développement en France public divisé par le PIB. Le PIB, c'est notre richesse. On doit être à 2, quelque chose. On est mais complètement largué, pas seulement par rapport aux États-Unis, par rapport à la Corée du Sud, le Japon et la Chine. Donc, bref, je réponds directement à votre question, c'est un choix politique. Mais si votre constat est de dire que les chercheurs sont très très peu payés et surtout qu'il y a très peu de postes, vous avez raison. Mais j'ai envie de dire, la réponse, c'est pas à moi de la donner, c'est une réponse collective, c'est pourquoi dépense-t-on si peu en R&D? Peut-être parce que c'est moins rentable politiquement que de faire d'autres dépenses, peut-être plus inutiles. On investit quand même sur l'avenir. C'est compliqué d'expliquer politiquement, c'est courageux même de dire je vais rajouter X milliards d'euros pour la recherche. Je ne suis pas sûr. Il y aura des arbitrages. Mais c'est surtout pour des postes, pour des jeunes. Oui, non, je suis complètement d'accord avec vous. Et surtout quand on voit les rémunérations. On est quand même sur des rémunérations. Ils partent à Singapour, ils partent au Canada, ils partent aux États-Unis.
et on ne profite pas de cet enseignement de grande qualité qu'on leur a donné. Non, je suis d'accord. Et ça se retrouve au niveau macro dans le fait qu'on dépense finalement relativement moins que ce que l'on devrait dépenser en recherche-développement compte tenu de notre puissance. Merci pour le... Il faut faire appui sur les politiques. Vous avez raison. On se retrouve dans 10 minutes avec Luc Ferry, dans 1h10 avec Pierre Gattaz, dans 2h10 avec David Pujadas. Vous voyez vraiment que cette année, voilà, on n'a pas plaisanté. Et je voudrais, attendez, avant que vous partiez, un tonnerre. Ce sont les deux sociétaires, 2 piliers des rencontres de l'avenir, hein, Emmanuel et Olivier. Donc voilà, c'est le succès de ces rencontres, c'est vraiment eux.